Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé « Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient ». Eh bien, nous avons choisi de nous pencher aujourd'hui sur l'un des aspects parmi les plus négatifs dans la grande œuvre de délégitimation et de délégalisation de l'État juif en Occident, par le biais du martèlement de ce qu'on appelle l'Israël bashing, reposant sur des accusations erronées, à savoir la politique constamment hostile de l'Europe et plus précisément de l'Union européenne à l'égard d'Israël et ses partis pris systématiques pour le camp arabo-palestinien, avec toutes les conséquences que cela emporte sur la situation de plus en plus précaire du 1,5 million de juifs vivant dans les pays du vieux continent. Rappelons quelques données de référence et de base pour situer notre analyse. Tout d'abord, c'est une évidence accablante que des concepts erronés fondent la politique de l'Europe contre Israël. Il y a tout d'abord cet intolérable deux poids, deux mesures, voulant que l'approche systématique des Européens consiste toujours à attendre qu'Israël réplique à des attaques arabes ennemies pour critiquer ensuite l'État hébreu et jamais ne critiquer ces agressions arabes ou palestiniennes préalables, comme on l'a vu depuis 1967 et la guerre des 6 jours, puis surtout plus près de nous, au moment de la deuxième guerre du Liban de l'été 2006, puis lors des 3 opérations militaires de riposte menées par Tsahal contre les tirs incessants de roquettes du Hamas et du djihad islamique dans la bande de Gaza. Ce furent les opérations de 2008, 2012, 2014, et encore plus récemment, depuis cette dernière année, on a fêté, si j'ose dire, entre guillemets, l'année des affrontements de la Grande Marche du Retour, délibérément provoqué chaque vendredi depuis 12 mois par le Hamas et les dirigeants islamiques radicaux du califat de Gaza, qui ont lancé des commandos terroristes protégés par une foule de femmes et d'enfants contre le tracé de la frontière sud d'Israël dans le but d'infiltrer sur le territoire souverain de l'État hébreu et d'y commettre donc des attentats aveugles, et ce non seulement contre les membres des forces de sécurité israéliennes, mais surtout contre des civils des nombreuses localités adjacentes du Negev. Or, à toutes ces occasions, l'Europe n'a pas cessé de condamner Israël en lui reprochant, j'utilise les termes même des communiqués de Bruxelles, son usage disproportionné de la force, comme vient d'ailleurs de le faire cette semaine le fameux Conseil des droits de l'homme de Genève réuni, où siègent des pays hautement démocratiques comme la Libye, l'Irak, la Syrie, Cuba, l'Iran ou le Soudan. Or, on aurait pu s'attendre à ce que l'Union européenne énonce chaque fois, de manière plus équilibrée, ce qu'elle préconise concrètement pour amener le calme face à tel ou tel conflit ou telle poussée de violence, comme elle dit, en assurant à Israël qu'en cas de refus de ces mêmes propositions par les partis arabes, eh bien, elle protégerait l'État hébreu d'une manière ou d'une autre. Or, les Européens ne l'ont jamais fait et ils se sont bornés de manière unilatérale à sans cesse condamner Israël. De surcroît, ajoute l'expert américain en stratégie Robert Kagan dans son analyse sur l'Europe et l'Amérique, je cite, « Les Européens parlent toujours du monde avec une grande déférence et un fort sentiment de supériorité concernant leurs propres analyses et la sagesse, entre guillemets, qu'ils veulent sans cesse dispenser aux autres nations afin de résoudre tous les conflits et problèmes internationaux. » Alors, deuxième remarque préalable, cette position biaisée à l'égard d'Israël et qui est majoritaire au sein de l'Union européenne serait due à 5 concepts erronés ancrés dans le mental européen que notre invité d'aujourd'hui, que nous allons tout à l'heure retrouver, Manfred Gestenfeld, qui est à mes côtés, expert en affaires européennes au Jerusalem Center for Public Affairs, a ainsi énuméré. Donc je vous cite. Alors quels sont ces 5 concepts européens ? Premièrement, la fausse idée répandue partout par les arabo-musulmans auprès des Européens et des Américains, selon laquelle les problèmes de l'Occident avec le monde musulman disparaîtraient dès que l'on parviendra à une paix israélo-palestinienne. Deuxième fausse idée, la croyance non fondée dans le fait que seule la formule « les territoires en échange de la paix » promue au nom des Palestiniens par toute la gauche européenne est à même de résoudre le conflit, alors que les concessions unilatérales consenties par Israël dans la voie d'Oslo, comme on avait dit à l'époque, depuis 92, 93, à savoir l'autonomie des villes palestiniennes, le retrait de Tsahal du Liban en mai 2000 et le retrait complet civil et militaire de Gaza en août 2005, tout cela n'a fait qu'éloigner la paix au lieu de la rapprocher en encourageant l'extrémisme et l'irrédentisme musulman palestinien. Troisième idée erronée, l'affirmation gratuite et naïve du narratif européen soutenant que la rhétorique souvent très violente des arabo-musulmans n'est que verbale et qu'elle n'exprime pas vraiment leurs objectifs réels. Ce qui a été cruellement démenti par les méga-attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, ceux commis en 2004 à Madrid et à Londres, sans parler de tous les massacres ensuite perpétrés par Daesh en France, en Belgique, en Allemagne, et évidemment la poursuite sans discontinuité des attentats sanglants en Israël. Autre lubie de l'Europe,
l'illusion partagée par de nombreux leaders du vieux continent qu'Israël doit être sauvé de ses propres démons militaristes. Israël, ce serait un peu la Sparte du Moyen-Orient. Et il faudrait donc bien voir que c'est une idée qui est solidement ancrée dans les mouvements de la gauche du vieux continent. Et grâce aux conseils prodigués par l'Europe, par un nombre croissant de politiciens de l'Union européenne qui ne cachent plus leur âne anti-israélienne et qui rendent sans cesse l'État hébreu responsable des débordements de plus en plus fréquents et violents, eh bien, grâce à ces conseils, les Européens pourront rétablir, si vous voulez, une voie diplomatique appréciable. Enfin, dernière idée préconçue, les préjugés tiers-mondistes qui sont encore très prégnants dans les élites politiques et idéologiques européennes, qui sont hérités du profond sentiment de la culpabilité liée à l'époque coloniale et au processus ultérieur souvent douloureux de la décolonisation, qui érige en dogme le fait que les peuples ex-colonisés, les peuples africains, les peuples asiatiques, mais évidemment les peuples au Moyen-Orient, puisque l'Europe s'y est connue en matière de colonisation de cette région, eh bien, ces peuples sont forcément des victimes, des underdogs, et que tous ceux qui osent leur résister sont des coupables par excellence. Autre précision préalable à notre entretien concernant cette obsession anti-israélienne de l'Europe, des années après avoir salué en 1989 la fameuse chute du mur de Berlin, eh bien Bruxelles s'acharne à vouloir rediviser Jérusalem contre le consensus israélien. En effet, pas une semaine passe dans notre région sans que des représentants de l'Union européenne en visite ici n'évoquent la nécessité pour Israël d'accepter un compromis sur Jérusalem qui verrait sa partie est devenir la capitale de l'État palestinien pendant que les lieux saints de la vieille ville seraient internationalisés de telle ou telle façon. Ainsi, dès décembre 2009, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont-ils décrété dans une résolution proposée par la Suède que le futur État palestinien, qu'elle ne cesse d'appeler cette Union européenne de ses voeux, eh bien, aura pour territoire la Cisjordanie et Gaza avec Jérusalem-Est comme capitale. Comme l'a relevé Dori Gold, l'ex-ambassadeur d'Israël à l'ONU et président du Jerusalem Center for Public Affairs, je cite, « En examinant les enjeux des dernières décennies, on constate que les propositions de l'ONU et de l'Union européenne sur l'internationalisation de Jérusalem ont totalement échoué. D'autant que l'existence d'une majorité juive à Jérusalem, on l'a vu tout à l'heure avec notre précédent invité, remonte à 1863. Et que d'après les spécialistes du droit international, c'est la Jordanie qui a envahi Jérusalem en 1948, alors qu'Israël n'a fait en 1967 que s'occuper, que de prendre possession des territoires lors d'une guerre défensive justifiée pour sa propre survie. » Fin de citation. Ainsi, même au plus fort des illusions des années de Oslo, qui ont été consécutives donc au processus entamé en 92-93, ces années qui se sont illusionnées sur un échange des territoires contre la paix, eh bien une forte majorité d'Israéliens s'est toujours opposée à la partition de leur capitale réunifiée, une et indivisible, une tendance qui s'est accentuée après l'échec lors de l'été 2000 du sommet de Camp David provoqué par un Yasser Arafat qui avait déjà planifié l'intifada Al-Aqsa, lancé 2 mois plus tard. Or, depuis cette époque, les sondages font régulièrement état de proportions allant de 73 à 80% d'Israéliens opposés à toute partition de Jérusalem. Autre remarque préalable, la liste des tentatives d'immixtion anti-israélienne de l'Union européenne dans le processus diplomatique moyen-oriental montre bien qu'à chaque période de blocage prolongé ou de crise ouverte entre Israéliens et Palestiniens, les Européens ont toujours pris des mesures vexatoires contre l'État hébreu. Comme l'a écrit l'ex-diplomate israélien Freddy Eitan, responsable de la branche francophone justement du JCPA, du Jerusalem Center for Public Affairs, qui s'appelle le CAP, le Centre des Affaires publiques et de l'État, eh bien, je cite donc Freddy Eitan, « À chaque fois que le processus de paix avec les Palestiniens piétine, on se trouve dans une impasse, et qu'on se trouve dans une impasse, nous entendons Bruxelles parler d'une seule et même voix, avec le même son de cloche. Comme de coutume, la Commission européenne préfère entendre un seul son. Et dans ce cas, il est bien difficile, voire quasiment impossible, de juger équitablement toutes les parties dans ce conflit. Depuis plusieurs décennies, poursuit Freddy Eitan, nous nous sommes habitués au jugement partial, aux leçons de morale et à des avertissements, mais cette fois-ci, le double jeu est si transparent qu'il l'emporte sur la réalité quotidienne. Avec maladresse, l'Union européenne a brûlé les étapes du processus de paix, a brouillé les cartes et a infligé un camouflet injustifié à Israël et aux Américains. On le voit bien, la longue histoire des relations Israël-Union européenne met clairement en exergue le parti pris anti-israélien constant des Européens et leur engagement compassionnel, presque irrationnel, envers la cause palestinienne. Enfin, cerise sur le gâteau,
de ce constant Israël-bashing bruxellois, les projets européens de boycott économique d'Israël emboîtent carrément le pas au BDS, ce fameux mouvement contre, disons, l'activité économique et l'existence même d'Israël. Ainsi, on se souvient qu'à partir de 2013, plusieurs institutions des pays du nord de l'Europe, Norvège, Suède, Danemark, décidèrent de rompre leurs liens avec des banques israéliennes impliquées dans le financement des localités juives de Judée-Samarie. Gérant pas moins de 150 milliards d'euros, le principal fonds de pension des Pays-Bas devait ainsi cesser sa collaboration avec 5 établissements financiers israéliens, et ce pour la même raison. De même, la société d'eau potable Vitens, autre géant néerlandais, avait rompu avec la compagnie nationale israélienne de distribution d'eau Mekorot, qu'elle accusait de pratiquer une discrimination, entre guillemets, vis-à-vis des Palestiniens dans l'accès aux ressources hydrauliques en Judée-Samarie. Par ailleurs, bien qu'allié traditionnel de l'État hébreu, la Roumanie faisait savoir presque au même moment qu'elle refusait que les travailleurs roumains partent travailler dans les territoires occupés, je cite. Or, c'est bien dans le sillage de ce début de boycott qualifié de spontané par les médias occidentaux, et en s'inspirant des actions du mouvement BDS, je rappelle que cela signifie boycott, désinvestissement et sanctions, eh bien, qui se multiplient dans les pays occidentaux, particulièrement sur le vieux continent, eh bien, c'est dans ce sillage que l'Union européenne devait ensuite prendre 2 décisions hautement discriminatoires contre Israël. La première date de 2014, a consisté à suspendre tout lien, contact ou transaction avec les entités financières et bancaires israéliennes, ainsi qu'avec tous les fonds et institutions universitaires et de recherche de l'État hébreu agissant dans les territoires dits occupés par Israël depuis juin 1967, ce qui a soulevé à l'époque un immense tollé de protestations en Israël. L'autre décision de l'Europe est plus récente, elle date du 11 novembre 2015, jour où les parlementaires européens, ensuite avalisé par le Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays européens, décidèrent d'instituer l'étiquetage systématique de tous les produits israéliens fabriqués par des entreprises privées ou publiques situées sur le plateau du Golan, à Jérusalem-Est et en Judée-Samarie, et ce en y portant chaque fois la mention gravement discriminatoire, je cite, « produits fabriqués dans les colonies israéliennes ». Or, il semble que l'Union européenne ne compte pas en rester là. En effet, d'après plusieurs documents internes de ces 2 dernières années, résumés dans un langage juridique de manière édulcorée mais fort évocatrice dans différentes éditions du journal officiel de l'Union européenne, c'est notre source, on découvre ainsi en quoi consiste le plan B de l'Europe, s'il s'avérait qu'Israël refusait d'obtempérer aux injonctions de l'ONU, de l'Union européenne et de la communauté internationale, lui demandant de se retirer de ce qu'elle appelle les territoires occupés, afin, je cite, de rendre possible une résolution du conflit avec les Palestiniens sur la base de la solution à 2 États. Alors que prévoit l'Europe ? Eh bien, elle déciderait alors, par mesure de rétorsion, d'étendre cette fois son boycott économique, financier, industriel, non pas seulement aux établissements financiers et aux sociétés qui agissent dans les territoires disputés, mais à toutes les activités économiques de l'État hébreu, pris dans son ensemble, sans faire de distinction entre les 2 côtés de la ligne verte. Une perspective tout droit de sortie des projets et intentions à peine cachées du BDS qui, bien plus que de vouloir boycotter les seuls produits israéliens venant des territoires disputés, vise en fait à l'anéantissement et à la disparition complète de tout le pays d'Israël. Alors pour parler aujourd'hui avec nous de tout cela, est un sujet très, comme on dit en hébreu, meurkav, et très complexe et en même temps qui nous préoccupe énormément, se trouve à mes côtés Manfred Jessenfeld, expert en stratégie de renommée mondiale et en affaires européennes aussi. Manfred, vous êtes auteur d'une 20aine d'ouvrages très argumentés, analysant l'antisémitisme, l'antijudaïsme et l'anti-israélianisme. Et vous avez fait paraître en 2015 un important ouvrage intitulé The War of a Million Cuts, qui se trouve sur l'écran derrière vous, qu'on traduit en français par Une guerre par 1 million d'entailles, avec comme sous-titre Le combat contre la délégitimation d'Israël et des Juifs. Un ouvrage qui a été édité par la maison RFVP Press et par le JCPA de Jérusalem, qui recense et analyse dans ce livre, donc vous recensez et analysez les manifestations et les mécanismes de la délégitimation d'Israël par les médias, les institutions et la classe politique internationale, les ONG, évidemment l'Union européenne et les syndicats. Alors, ce 14 mars, il y a quelques jours, vous avez publié sur le site américain d'analyse très important qui s'appelle The Algemeiner, un article édifiant ayant pour titre « L'antisémitisme faisant partie intégrante de la culture du vieux continent, l'Union européenne ne peut le combattre efficacement ». Alors, êtes-vous donc, j'allais vous questionner, est-ce que vous êtes lucide ou trop pessimiste en constatant dans cet article que l'Europe s'acharne à ce point contre Israël et les Juifs ? Non, je ne dis pas ça. Je dis que
dans toute l'histoire de l'Europe, l'antisémitisme fait partie intégrante de la culture européenne. Et il faut se rendre compte que l'antisémitisme est beaucoup plus caractéristique de l'Europe que la démocratie. Parce que l'antisémitisme est ancien, il a été là partout, pas toujours. La démocratie est nouvelle, elle a été interrompue par le communisme, par le nazisme, par Vichy, qui d'ailleurs était un transfert volontaire de la démocratie à une autocratie. C'est quand même très, très rare. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute qu'Israël est un État beaucoup plus démocratique que que les membres des États-Unis, de l'Europe unie, parce qu'ils ne sont pas souverains. Ils ont transféré une partie de leur volonté à la supranationalité. À la supranationalité. Il y a des petites choses. Récemment, je regardais, en Hollande, il y a beaucoup d'eau. Maintenant, Bruxelles a décidé que tous les eaux de l'Europe de surface doivent avoir une certaine qualité. 99% des eaux en Hollande n'ont pas cette qualité. Et les Néerlandais pensent quand même penser qu'ils pouvaient décider de leurs petits canaux et de leurs petits lacs et de leur réseau hydraulique. Et de leur réseau hydraulique, la qualité dépendait d'eux. C'est pas vrai. C'est Bruxelles. Et si d'ici 7 ans, ils n'ont pas tous la qualité que Bruxelles veut, ils paieront des amendes très fortes. Alors, l'Europe, dans son anti-israélianisme, ne fait autre que vivre dans la tradition européenne. On pourrait dire chrétienne historique aussi ou... Non, il y a 3 choses. Oui, vous avez raison. Mais disons, l'antisémitisme s'exprime de 3 manières. Le plus ancien est l'antisémitisme religieux, d'abord chrétien, après musulman. Après ça, en 19e siècle, arrive l'antisémitisme nationaliste, qui est pas contre le judaïsme comme religion, mais contre les juifs comme peuple. Maintenant, après la Shoah, arrive la 3e version, israélisme contre l'État d'Israël. C'est vrai, les chrétiens, l'antisémitisme chrétien et l'antisémitisme nationaliste, ça donnait l'infrastructure pour la Shoah. Mais aujourd'hui, ça s'exprime surtout en anti-israélisme et nous avons des données quantitatives là-dessus. Et anti-sionisme, d'une certaine manière. Oui, vous pouvez appeler ça anti-sionisme. Mais alors, est-ce que vous êtes d'accord avec la formule que je rappelais dans une autre émission qu'avait forgé le regretté journaliste francophone juif Paul Giniewski, que vous avez peut-être connu, qui avait dit que l'antisionisme forcené de la communauté internationale et donc de l'Europe, ayant repris à son compte tous les anciens poncifs de l'antisémitisme européen traditionnel dont on vient de parler, eh bien, à cause de cela, Israël serait devenu, c'est la formule qu'il a inventée, le juif des nations, le juif des États. Je ne suis pas sûr que Giniewski a eu raison. Non, qu'il a inventé ça. J'ai entendu ça bien avant ça de mon ami Erwin Kotler, qui était le ministre de la Justice. Alors il a peut-être repris à son compte. Alors. Non, il a réinventé. Ah, d'accord. Ça dans les sciences, c'est bien connu. Ouais. Ça circule. Ça circule, mais c'est vrai. Bien. C'est vrai. Tout ce que l'Europe dit de la bataille contre l'antisémitisme, c'est tout verbal. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne veulent pas admettre 2 choses élémentaires et structurelles. La première est que l'antisémitisme est partie intégrale de la culture européenne. Ce n'est pas la même comme la islamophobie. Et la islamophobie est en train de se créer avec l'aide des musulmans radicaux. Mais l'antisémitisme, c'est tout autre chose parce que c'est beaucoup plus ancien.
c'est partie de la culture. La deuxième chose est qu'on ne peut pas faire du Israel bashing et en même temps lutter contre l'antisémitisme. Et disons, la France est un des pays les plus agressifs vers Israël. Je me suis toujours demandé pourquoi. Un jour arrivait quelqu'un qui est chez moi à la maison, qui avait travaillé avec le président Sarkozy. Et il me disait, écoutez, c'est très, très difficile, c'était très, très difficile pour nous, même que la politique étrangère dépend du président, que de faire dominer notre opinion sur le Quai d'Orsay. Il y a un livre d'un certain Bryce Jones qui a eu accès aux archives du Quai d'Orsay et il voit très clairement la tradition antisémite de ce lieu. Et c'est en plus de plus absurde. En 1961, en automne, j'arrive à Paris quelques semaines après le massacre des Algériens. Ce massacre... Par la police française. Par la police française, les corps qui ont été retrouvés dans la Seine, etc. Alors, ces Algériens, est-ce qu'ils étaient très, très violents? Pas apparemment, non. Peut-être chez eux en Algérie, mais pas à Paris. Pas nécessairement à Paris. Maintenant, je vois un pays qui n'est pas capable de défendre les Champs-Élysées. Pire, il n'est même pas capable de défendre un restaurant sur les Champs-Élysées. Si on est tellement incapable, alors mieux de s'occuper de ses propres affaires au lieu de critiquer Israël. Alors justement, à partir de la matrice de cette double inversion dont on a déjà parlé, qui culpabilise les Juifs et Israël pour exonérer l'Occident de tous ses crimes grâce à cette compassion inconditionnelle envers les Palestiniens, l'Israël bashing procède dans sa démonisation des Juifs et d'Israël par le biais de plusieurs fausses équivalences morales. C'est vous qui avez d'ailleurs inventé la formule, dont vous avez dressé la liste il y a quelque temps avec le regretté et brillant historien de l'antisémitisme Robert Wistrich. Vous avez travaillé avec lui. Alors donnez-nous quelques exemples de ces fausses équivalences morales qui sont l'argumentation erronée, mais l'argumentation entre autres de l'Occident et de l'Europe contre Israël. La première, évidemment, la colonisation. Les Européens allaient chez les colonies pour leur prendre leurs richesses. Les Israéliens ont porté les richesses. Nous avons des témoignages que quand il y avait peu de Juifs, il y avait des Juifs, Jérusalem était juif depuis le 19e siècle et bien avant qu'il y avait des Arabes, depuis les Palestiniens, des musulmans. Mais c'est pas une colonie. Il y a beaucoup de Palestiniens qui ils ne se définissaient pas comme Palestiniens dans le temps du grand criminel de la Palestine, le moufti de Jérusalem, Hosseini. Il y a donc ça, c'est déjà une première chose. Il faut dire peut-être quelque chose que nous n'avons pas encore parlé, c'est la perversité de la gauche. Nous savons beaucoup de la perversité de la droite. Mais la perversité de la gauche est très ancienne. J'ai écrit là-dessus. Dans le XVe siècle, le père de l'humanisme était Erasme de Rotterdam. C'était un antisémite, même pour son temps. Invétéré. Extrémiste. Luther, d'une certaine manière, était un innovateur contre la corruption catholique. Cet homme voulait brûler les synagogues. C'est un autre progressiste. Voltaire, c'était, disons, quand même dans la Nouvelle-France. De la philosophie des Lumières. C'était un type qui aujourd'hui, on verrait que c'est pas beaucoup mieux qu'un fasciste. Après ça, on voit la perversité progressive n'est toujours pas liée aux Juifs.
La Révolution française commence à tuer le roi, la reine et certains adhérents de l'ancien régime. Mais après ça, on guillotine les progressistes. Il y avait même des jours que la guillotine travaillait chaque jour. Au XIXe siècle, il y avait les précurseurs des socialistes français. C'était pour la plupart des antisémites extrêmes. Karl Marx. Et donc, on ne veut pas... Proudhon aussi. Non, Proudhon fait partie de ce que j'appelle les socialistes du XIXe siècle. Mais donc, le progrès... Il y a une ligne très claire d'Erasme à Rotterdam, l'antisémite perverse, de sa perversité à l'UNHRC de Genève. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Oui. Les ONG progressistes, certains syndicats, les intellectuels de gauche caviar et les gauchistes sardines. C'est toute C'est quoi les gauchistes sardines? Parce que je connais cette expression. Pourquoi vous dites les gauchistes sardines? Ce ne sont pas des intellectuels, ils n'ont pas été à la Sorbonne. Bien entendu. Alors, ces fausses équivalences morales, c'est ce qui permet donc à l'Occident, à l'Europe en particulier, de retourner la réalité contre Israël. Oui, c'est compliqué. C'est un des aspects. J'ai toujours pensé quand il arrive ici un homme de planète Mars. Et il veut comprendre qu'est-ce que c'est cette invention des droits humains. Mais il a peu de temps. Il va à Genève, parce que c'est quand même le centre, et après quelques jours, il a compris. Il retourne à Mars et explique à ses collègues, c'est brillant. On a inventé une chose que tout le monde transgresse. Et ceci permet à les gens qui ont la majorité d'attaquer certains gens et de ne pas attaquer autres. C'est vraiment une manipulation extrêmement brillante, subtile, qui est couverte par des mots droits humains qui ne vaut pas grand-chose. Droits de l'homme, oui. Oui, droits de l'homme. Et peut-être il faut porter ça aussi à Mars, que les Européens, les humanistes européens ont inventé. C'est intéressant. Et à propos de la France, j'ai sous les yeux un texte qui a été publié il y a quelque temps dans un journal de la gauche française, Nouvel Observateur, et qui a pas mal détonné. Il est signé par l'essayiste Pierre Jourde, et il analyse justement cette compassion automatique dont bénéficient les Palestiniens en France. Et voilà ce qu'il écrit. « Israël est un coupable idéal, non seulement dans nos banlieues, mais en Europe en général. Nous le chargeons de toute notre mauvaise conscience d'anciens colonisateurs, une poignée de juifs transformant un désert en pays prospère et démocratique au milieu d'un océan de dictatures arabes sanglantes, de misère, d'islamisme et de corruption. Voilà le vrai scandale. Il faut donc bien que cela soit intrinsèquement coupable. Sinon, où serait la justice? Quant aux atrocités commises, n'en parlons pas, une plaisanterie. Au nombre de morts, de réfugiés, d'horreurs, il y a beaucoup mieux un peu partout. Tsahal aura du mal à exterminer autant de Palestiniens que l'ont fait sans état d'âme les régimes arabes de la région, notamment la Syrie, le Liban et la Jordanie, qui n'en veulent pas, eux non plus, des Palestiniens, et qui ont peu de scrupules humanitaires lorsqu'il s'agit de s'en débarrasser. Et de conclure, ce qui est quand même assez étonnant d'un journal français de gauche, c'est d'ailleurs, c'est un peu la vache noire, c'est le canard boiteux qui a autorisé qu'on puisse publier ceci. L'injustice est avant tout israélienne, prétendument. Ce n'est même pas un fait, c'est une métaphysique. 100 chrétiens lynchés au Pakistan valent moins, médiatiquement parlant, qu'un mort palestinien. Pourquoi l'injustice commise envers les Palestiniens reçoit-elle 20 fois plus d'écho que celle faite aux Tibétains, aux Tamouls, aux chrétiens du Soudan, aux Indiens de Guatemala, aux Touaregs du Niger, aux Noirs de Mauritanie? Y a-t-il plus de gens concernés, plus de sang versé, une culture plus menacée dans son existence? En fait, ce serait plutôt l'inverse. Et on en revient à ce que vous disiez. Comment vous expliquez que cette délégitimation d'Israël, qui prévaut à l'échelle européenne, elle soit surtout une passion typiquement française? C'est une passion française. Non, mais il y a... moi, j'essaie d'être nuancé. Et je connais les Scandinaves, surtout la Norvège et la Suède.
la Norvège, c'est un pays horrible en ce qui concerne son histoire vers les Juifs. Le nom Quisling est entré certainement dans l'anglais comme le traître typique qu'on veut comprendre une nation marginale comme la Norvège. Il faut en sortir combien de non-norvégiens connaissent les autres Européens. Extrêmement peu, mais Quisling, c'est... Alors ça veut dire ce mot, donc... Quisling, c'était le premier ministre de la Norvège pendant la guerre, collaborateur des nazis. C'était les Norvégiens, d'ailleurs, qui sont appropriés les biens des Juifs. Pas les Allemands, il faut bien se rendre compte. C'était des voleurs. C'est toujours la gauche norvégienne. C'est une gauche raciste, discriminatoire. J'explique, c'est ce que faisait Breivik en tuant les jeunes socialistes. C'était quelque chose d'horrible. Mais les jeunes socialistes, ce sont des racistes de gauche. Je suis contre tuer les musulmans ou des musulmans en Nouvelle-Zélande ou partout. Mais il ne faut pas glorifier le mouvement de ces gens discriminatoires qui sont les socialistes et les jeunes socialistes norvégiens. Israël a finalement décidé que le ministre des Affaires étrangères suédois ne peut pas entrer en Israël. C'était vraiment, on s'attendait à finalement qu'il y a une limite. Et j'ai entendu un chercheur, un journaliste polonais, parler la semaine dernière, et il attaquait Orban. Le président hongrois. Le premier ministre hongrois. Et moi, je me demandais, comme juif, je n'aimerais pas vivre en Hongrie ou en Suède. Mais qui des deux est pire? C'est très difficile à voir. À Jérusalem, on peut, comme à Budapest, on peut se promener avec un kippa. Je ne conseille pas ça à Stockholm ou à Malmö. Malmö, à longue date, était la capitale de l'antisémitisme en Europe. Le problème avec Malmö, qu'il y avait trop peu de juifs pour attaquer systématiquement, parce qu'il n'y en avait que 500. Aujourd'hui, selon moi, la capitale de l'antisémitisme européen est Berlin. Là, il y a 30 000 juifs, il y a des accidents horribles. Mais justice, il n'y a pas en Suède. Il y a jamais un agresseur d'un juif à Malmö été condamné par la justice suédoise. Et ça vous fait voir que l'ultralibéralisme, de temps en temps, est pire que le populisme. Et d'ailleurs, il y a une grande étude sur le populisme au monde. Et là sort quelque chose de très intéressant. Les pires sont les populismes de gauche. Chavez, Maduro. Après ça, vient le populisme religieux, Erdogan. Seulement après ça, viennent les populismes européens de droite. Évidemment, on ne donne pas de publicité et les journaux gauchissants n'aiment pas ça, même si c'était publié par un journal gauchissant, le Guardian, en Angleterre. Mais les gens ne savent rien. Et il faut dire aussi que le gouvernement israélien est très en faute. À quel plan? Parce que si on est attaqué par des militaires, on se crée une défense militaire. Et le Tzahal, c'est un rempart militaire. Oui, c'est très bien au niveau mondial. Quand on est attaqué par des agences d'intelligence, on fait ses propres agences d'intelligence. Et le Mossad a une certaine renommée. Si on est attaqué par les attaques cyber,
Alors Israël est en train d'investir. Si on est attaqué par la propagande, Netanyahou ne veut rien faire de systématique. Alors justement, là, vous avez mis au point dans votre dernière intervention, vous avez mis les points sur les i en nous faisant bien comprendre que l'anti-israélianisme n'était pas une passion française, mais bel et bien européenne, en donnant ces exemples du nord de l'Europe qui étaient passionnants. Et j'allais justement vous demander à ce propos, par rapport à votre dernière remarque, dans votre livre, War of a Million Cuts, la mort par 1 million d'entailles, vous proposez justement, vous, des solutions contre l'Israël bashing. Et vous dites, l'homme n'est jamais assez habile pour défendre sa vie, il ne s'en prend jamais à tous les mensonges et les tromperies. Et c'est justement en citant Bertolt Brecht, le fameux dramaturge allemand de théâtre, que vous avez introduit cet ouvrage avec cette citation, dont la conclusion, vous venez de nous le rappeler, est un large appel à la mobilisation générale contre la délégitimation d'Israël. Une mobilisation qui devrait se concrétiser par la création, dites-vous, dans les dernières pages de votre livre, d'une agence de propagande, de contre-propagande, une agence d'information. Alors, comment, justement, on en vient à cette question, comment lutter efficacement contre la propagande anti-israélienne? On peut. Si on peut... Regardez, il y a des milliers d'attaques terroristes qui n'ont pas lieu parce que le service d'intelligence. Oui, on a cité le chiffre de la dernière année, 500 attaques terroristes qui ont été déjouées par le Shin Bet et le... Je crois que le chiffre est beaucoup plus grand. Mais la même chose pour la propagande. Si vous avez des gens qui s'occupent de la propagande, moi, j'ai toujours dit, mais je suis trop vieux, si on me donnait 10 millions de dollars, j'en finirais avec un grand parti du BDS américain aux universités. Parce que une des choses, et j'ai quand même vu, j'étais conseiller de certaines des plus grandes sociétés au monde. En tant que stratège. En tant que stratège, la plus grande société allemande. J'étais conseiller d'un homme qui devenait son président. Parmi Ford, les automobiles Ford, tout le monde les connaît. Les automobiles Fiat aussi, le monde connaît. Et beaucoup d'autres gens moins connus. Et j'ai vu l'université j'ai vu la politique parce que j'étais un des fondateurs du Parti démocratique de Yigal Yadin en 1976. J'ai vu le journalisme parce que je publie beaucoup pas mal. Dans la presse, ouais. Oui. La plupart des gens sont des lâches. Et si vous en faites des troubles à un d'eux, ceux qui ne sont pas les fanatiques se taisent. Vont décrocher. Oui. C'était comme ça avec le communisme américain. Quand l'État commençait à s'en occuper, il en restait très peu des fanatiques. Mais tous les autres, un mot que je le dis en anglais, la plupart des jeunes ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. Les fellow travelers, les gens qui courent avec des systèmes. Il y avait les communistes, il y avait les sympathisants. Ouais, les compagnons de route, ils appellent ça. Les compagnons de route, fellow travelers. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Les compagnons de route. Il faisait les grandes conférences de paix. C'était pas des communistes, c'était des compagnons de route. Et quand vous attaquez un des compagnons de route, les autres... Et vous pensez qu'on peut extrapoler cette stratégie dans le domaine de la contre-propagande? J'ai pas de doute. Mais ça prend de l'argent. Pas énormément, 250 millions de dollars par an. C'est mon estimation, c'est moins d'1% de... Mais alors pourquoi l'État d'Israël ne le fait pas? Il y a une réponse qui n'est pas populaire, certainement pas dans cette campagne d'élection, c'est Netanyahou. Il ne veut pas. Pour quelle raison, d'après vous? Ça, on entre dans beaucoup de spéculations. Je sais qu'il ne veut pas. Il a mon livre. Je connais Netanyahou. Je n'ai pas d'accès aujourd'hui, mais je connais Netanyahou depuis des dizaines d'années. Un de mes amis, un dirigeant
d'une grande organisation américaine juive lui a proposé ça il y a quelques années, m'a dit qu'il a proposé ça il y a quelques semaines. Pourquoi il ne veut pas? Je dis, il y a beaucoup de raisons. La première est qu'il n'est pas sûr qu'il peut le contrôler. Le deuxième est qu'il ne comprend pas beaucoup de choses à l'antisémitisme postmoderne. Il ne comprend pas comment ça fonctionne. La troisième raison est qu'il doit prendre des compétences de 3 ou 4 ministres qui théoriquement sont... Des compétences et des budgets. Non, les budgets sont... c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, on parle de 25 millions de dollars. Surtout les compétences des ministres qui pensent qu'ils luttent. Et il n'a pas grande envie, il y a suffisamment de lutte. La quatrième raison peut-être est qu'un petit peu d'antisémitisme fait un petit peu d'Aliyah. D'accord. Et dites-moi, alors parlez-nous maintenant, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parlez-nous des contenus. Qu'est-ce que ferait cette agence? Comment elle s'occuperait de quoi? Comment elle travaillerait? La première chose est qu'il faut comprendre l'antisémitisme. Il y a besoin d'une activité de recherche. D'archives, d'analyse. D'archives, d'analyse. Il n'y a pas de chercheurs de l'antisémitisme au quotidien pratiquement en Europe. Il y a des gens spécialistes en certaines choses qui font du travail très bien, mais des gens qui voient tout le terrain. En Europe et en Israël, vous voulez dire? Au monde. Aussi pas en Amérique. C'est le seul chiffre sur l'anti-israélisme qui existe. C'est quand même un problème. Il est tellement intéressant d'ailleurs que si j'avais eu le temps et les moyens, j'ai pensé, parce que je présente ce livre dans certaines de mes conférences, je regrette qu'il ne soit pas traduit en français parce que c'est un travail très important. Mais il est très grand. Il y a 6 chapitres qui ont été traduits en allemand. Ils sont sur l'Internet. D'accord. Mais évidemment, donc le gouvernement, s'il y avait une activité, avait intérêt à ça, parce que ça, c'est le livre de base qui regarde tout l'aspect de l'Israël bashing. Israel bashing. Oh, oui. Et après ça, il n'y a pas de centre de recherche de haute qualité de l'antisémitisme. Après ça, vous devez faire du monitoring. Je vois une des grandes organisations juives de l'Amérique, et ils ne publient pas, reçoivent chaque semaine une revue de l'antisémitisme et du terrorisme, surtout en Allemagne, d'une partie, et d'une autre personne, une revue de l'Angleterre. Moi, j'ai recruté ces 2 personnes et je vois leurs travaux. Ils ne veulent pas publier plus que 2500 mots par semaine. Ils ont la plus grande difficulté de comprimer ce qu'ils trouvent. C'est horrible, mais personne n'a pas ça. Mais ça ne devrait pas être fait par une organisation juive américaine, ça devrait être fait par l'État d'Israël pour tous les pays de l'Europe. OK, on veut faire aussi sur la France. Peut-être l'année prochaine. Mais c'est idiot, c'est l'État d'Israël. Après ça, il faut... Donc ça, c'est la deuxième chose. C'est la première... Monitoring, c'est-à-dire recenser Et la troisième chose est de développer des moyens comment on frappe l'antisémite. Et c'est très... Je viens du consulting, du conseil stratégique. Donc je sais de quoi je parle. J'ai fait ça pour des groupes parmi les plus grands au monde. Et donc, comment on peut stopper, frapper les débordements antisémites? C'est comme quand vous faites un projet industriel. Pour chaque projet, vous faites une préétude spécifique. Et c'est pas... Il n'y a pas une réponse générale. S'il y avait une réponse générale, même le gouvernement israélien l'aurait déjà découvert. Il faut travailler spécifiquement. J'ai fait certains projets, comme on dit en anglais, de pilot, des projets il y avait là une université de Trondheim en Norvège qui voulait boycotter Israël. Et j'étais probablement un des plus actifs pour les frapper. On leur a fait tellement de troubles
que le ministre des universités norvégien, à la fin, a dit « Qu'est-ce que ça veut dire une université qui fait de la politique étrangère ?» Elle aurait pu dire ça. Alors qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour les piéger, pour les paralyser? Mais moi, j'étais pas le seul. Non, j'entends bien. Mais qu'est-ce qu'on a fait? La première chose, on les a attaqués dans des journaux. Après ça, on a commencé à écrire sur le blog du recteur de l'université, sur son blog privé, toute une série de choses désagréables sur la Norvège et sur l'université. Troisièmement, on a parlé avec tous les membres du conseil. Quatrièmement, conseil d'administration de l'université. Ouais. Quatrièmement, on a commencé à publier des caricatures. Il y avait en Finlande un Américain qui a fait des très belles caricatures. Quand on a tué Yassine, le leader du Hamas, il faisait voir Yassine en disant « Comme c'est triste qu'on m'a tué, je pourrais être professeur à Trondheim. » Et après ça, ils ont fait voir le recteur avec Jean-Marie Le Pen et Ahmadinejad et Khani, le nouveau professeur de... Et donc, ça a eu de l'effet? Non, à la fin, était 12 contre 0 pour ne pas faire le boycott. Ah, d'accord. Mais ça peut, pour moi, il y avait tous les... J'ai convaincu les grandes organisations juives américaines qui l'ont attaqué l'université. Et vous donnez un autre exemple, beaucoup d'exemples, mais je me souviens parce que j'ai lu ce livre, War of a Million Cuts. Vous donnez l'exemple, je crois, d'un journaliste, je ne sais plus de quel pays, à vrai dire, qui avait été décoré d'une médaille et qui avait fait des débordements antisémites scandaleux. Et vous êtes arrivé je crois, à ce que les autorités de ce pays, vous allez nous expliquer, le critiquent et finalement le mettent hors course. Oui, mais ça se fait en Allemagne. En Allemagne. Entre autres. Mais disons, je ne me souviens même pas du cas spécifique parce qu'il y en a tellement. Écoutez, des fois, si je faisais aujourd'hui un ajournement 3-4 ans après, le livre doublera. Bien sûr. Et alors, donc vous pensez, c'est très intéressant cet aspect des choses, c'est que c'est pas simplement des communiqués de protestation ou des mises au point de la présidence du Conseil, etc. C'est une action de suivi, de recensement, de monitoring et en même temps de mesures de coercition qui sont prises contre les fauteurs Mais je vous donne un exemple très simple que beaucoup des Israéliens n'aiment pas. Il y a un site qui s'appelle Ashley Madison. Ce sont des gens qui parlent anglais, sont des gens qui sont mariés et qui cherchent des femmes. Et comment ça s'appelle? Ashley Madison. Ah, ok. C'est un site avec des dizaines de millions de noms. Et ce site, les noms ont été diffusés. Il y avait eu du hacking. Si vous prenez dans une ville d'université les noms des professeurs qui font du BDS et ceux qui apparaissent aussi chez Ashley Madison, vous allez chez un journal local et vous donnez les deux choses et ce type aura des problèmes. Si vous faites ça quelquefois, les pro-BDS, les compagnons de route se disent ça ne vaut pas la peine. Pour mon image... Un professeur est toujours l'homme le plus vulnérable. Une société, une partie politique, il faut toujours commencer avec le plus vulnérable. Le professeur de l'université, il a une seule carrière. C'est un homme individuel. Il est le plus vulnérable. Et après ça, il y a un autre... Ça, c'est très bon marché. Ça, on fera avec quelques dizaines de milliers de dollars. Parce que le calculateur, il fait tout ça drastiquement. Et vous avez besoin d'un étudiant qui fait le travail. Mais il y a des choses plus sophistiquées. Vous pouvez aller... S'il y a une université où il y a 50 professeurs qui sont pour le BDS, alors vous allez à l'université, vous trouvez un professeur pro-israélien. Et vous lui dites, cher ami, qui de ces 50 types vaut le moins
du plan de vue de son travail universitaire. Après ça, quand vous avez identifié le plus vulnérable, vous commencez à vérifier ces travaux pour plagiarisme, pour erreur dans les notes, dans les citations. Et vous le détruisez, pas simplement à l'intérieur de l'université et à l'intérieur de sa profession. Alors vous dites, c'est théorique. C'est pas théorique, je n'ai même pas invité ça. De cette manière, 2 ministres allemands ont dû quitter leur fonction parce qu'on a appliqué cette méthode que je n'ai pas inventée en étudiant leur thèse de doctorat. Écoutez, c'est très intéressant parce que finalement, en vous suivant, on s'aperçoit que c'est une profession, c'est de manière professionnelle qu'il faut combattre l'Israël bashing, pas simplement par des déclarations, mais par des actions, par un travail suivi. Et c'est ce que vous décrivez dans votre ouvrage. Alors on peut le faire voir de manière, je dirais, plus visible. Donc, on peut se le procurer peut-être au GCPA. Non, on peut se procurer. Mais il est aujourd'hui gracieusement à l'Internet. Ah, sur Internet, donc. Je répète le titre, The Wear of a Million Cuts. Et dernière question, justement, dans les dernières pages, vous parlez de cette agence. Il faut combien? Une centaine de personnes? 50 personnes qui travaillent? Écoutez, si on c'est par pays, j'imagine, et par... Oui, par langue. Par langue. J'ai dû travailler sur la Norvège parce que, pour une seule raison, il n'y avait personne d'autre. Maintenant, il y en a et je ne m'occupe pas de Norvège. Alors, combien il faut de personnes si on crée cette agence un jour? 200-300. Ah, et donc, le coût, c'est par an? 250 millions de dollars, mais ça, c'est une estimation. Une enveloppe, bien entendu. J'ai pas fait une étude. C'est pas énorme. À l'échelle d'un État, c'est pas un grand budget. Non, si vous prenez un avion avancé, ça coûte probablement ça. Bien entendu. Écoutez, en tout cas, sur ces exemples extrêmement concrets et incisifs qui sont une réponse, en fait, à ces débordements de l'Israël bashing, entre autres promus et majoritairement promus par l'Europe. Nous arrivons donc au terme de ce magazine. Je vous remercie, Manfred, de nous avoir éclairé sur tous ces aspects-là, qui sont des aspects stratégiques, des aspects opérationnels. Et je remercie les auditeurs de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir et shalom.